De lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. « 20h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 3 juin. À la une ce soir, 3 projets de loi sur les sociétés d'État adoptés en commission. Il s'agit pour le gouvernement de corriger les insuffisances contenues dans les anciennes lois régissant les sociétés publiques. Dans ce 20h également, le premier coup de pioche du ministre du Pétrole pour la construction d'une sphère de stockage de gaz butane au profit de la Gestosi, capacité 2000 tonnes. Coût de l'ouvrage 4 milliards de francs CFA. Date de livraison 21 février 2021. Dans ce 20h également, on parlera encore de coronavirus et on fera le point de la situation. Combien de personnes touchées? Combien de personnes guéries et de personnes qui ont perdu la vie? Le point du jour, c'est tout à l'heure avec le ministère de la Santé. Et hors de chez nous, la justice française a donné ce mercredi le feu vert pour un transfert de Félicien Kabunga devant le tribunal de l'ONU. L'homme d'affaires rwandais sera jugé pour génocide et crime contre l'humanité. Bienvenue à tous dans votre 20h. On va directement à l'Assemblée nationale où 3 projets de loi sur les sociétés d'État ont été adoptés en commission. Projets présentés par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. L'objectif pour le gouvernement ivoirien est de corriger les insuffisances contenues dans les anciennes lois régissant les sociétés publiques. On fait le point avec Lansine Bakayoko. Ces 3 projets de loi adoptés par la Commission des affaires économiques et financières définissent le fonctionnement et la gouvernance des entreprises publiques en Côte d'Ivoire. Le premier projet de loi porte organisation des sociétés d'État. Le deuxième fixe les règles générales relatives aux établissements publics nationaux. Et le troisième est lié aux sociétés à participation financière publique. Ces différents projets de loi organisent mieux la qualité de la gouvernance, les méthodologies de travail, la reddition des comptes. Je crois que ce sont toutes ces questions qui sont abordées dans ces projets de loi qui ont été adoptés à notre grande satisfaction à l'unanimité des députés. Ces réformes s'inscrivent surtout dans la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État. Stratégie qui se traduit par la mise en place des modèles de gestion active, l'adoption de nouveaux mécanismes de pilotage ainsi qu'une gouvernance inspirée des meilleures pratiques internationales. Nous avons un cadre de gestion, un cadre de surveillance des sociétés, un cadre de reporting trimestriel qui nous permet d'anticiper les difficultés pour faire en sorte que les choses aillent au mieux. La crise à la Banque de l'Habitat en Côte d'Ivoire BHCI, société à participation publique, a également cristallisé les débats. Le gouvernement a décidé d'un commun accord avec le repreneur d'annuler l'opération de cession de ses parts et de reprendre en main le contrôle de la banque. L'État a repris la main et il travaille à ce que la banque ait suffisamment de ressources pour régler au quotidien, en tout cas, les demandes de liquidité. Des mots qui vont certainement donner un peu plus de morale aux clients de la BHCI qui, depuis près de 10 mois, n'ont plus accès à leur propre compte bancaire. Dans l'actualité également ce soir, le lancement des travaux de construction d'une nouvelle sphère de stockage de gaz butane au profit de la Gestosi. Premier coup de pioche donné par le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Capacité de la sphère, 2000 tonnes. L'ouvrage dénommé A22 va coûter 4 milliards de francs CFA. Date de livraison, février 2021, nous dit Mahama Traoré.
Terminal pétrolier d'Abidjan-Vridi en zone portuaire, site de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, geste aussi. Le ministre Abdourahmane Cissé est venu ce mardi lancer les travaux de construction de la nouvelle sphère de stockage de gaz butane. Pour la circonstance, il est déguisé en soudeur. Nous l'évaluons aujourd'hui, la croissance de la consommation environ 10% par an. Pour soutenir cette croissance, il est important d'avoir des capacités de stockage. Parce que les bateaux viennent décharger le butane en Côte d'Ivoire. Il est bon que les bateaux puissent les décharger dans des cuves pour justement pouvoir avoir des capacités de stockage. La construction de cette sphère de stockage dénommée A22 intervient après celle de la A21 réalisée en 2013 par l'actuel staff managérial de la GESTOCI. L'ouvrage va coûter 4 milliards de francs CFA et sera livré en février 2021. À la création de GESTOCI en 1983, de l'activité de GESTOCI, nos capacités de stockage en gaz butane étaient de 2000 tonnes, réparties en deux sphères de 1000 tonnes chaque. Aujourd'hui, avec la construction de la nouvelle sphère qu'on appelle la A22 de 2000 tonnes, nos capacités de stockage en gaz butane passeront de 4000 tonnes à 6000 tonnes à partir de février 2021. Sur la période, par exemple, 2017-2019, si vous prenez la bouteille de gaz communément appelée la B6, donc la toute petite, elle est subventionnée à plus de 55% par l'État de Côte d'Ivoire. Tout cela font partie des mesures qui ont été prises par le gouvernement, par le président de la République, pour justement favoriser l'utilisation et la consommation du gaz butane. Sur la période 2012-2019, les capacités nationales de stockage sont passées de 9 800 tonnes à 20 000 tonnes, des capacités que le gouvernement entend renforcer avec la construction de nouvelles sphères, ce en prévision d'une demande croissante qui pourrait atteindre les 900 000 tonnes en 2030 contre 380 000 tonnes en 2019. Et dans le domaine de l'environnement, la 20e édition de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. Le thème retenu est « La nature nous parle » pour coller à l'actualité qu'est le coronavirus, nous dit Jean-Marc Djadji. La 20e quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, CUNED 2020, se tiendra du 3 au 17 juin 2020 à Abidjan. Le ministre de tutelle, Joseph Sekaseka, initiateur de l'événement, l'a annoncé lors d'un point presse. La quinzaine, selon le ministre, vise à informer et sensibiliser les populations sur la protection de l'environnement en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. 24% de la charge mondiale de morbidité et 23% des décès sont dus aux problèmes environnementaux selon ONU Environnement. Préserver la nature est une solution pour éviter les pandémies. La quinzaine de l'environnement est une opportunité parce qu'elle donne l'occasion de sensibiliser toutes les couches sociales, toutes les couches de la population à s'imprégner des mesures de protection de l'environnement afin de contribuer ainsi à freiner l'émergence de ces pandémies. Innovation majeure, la sensibilisation par les médias en ligne compte tenu de la maladie à coronavirus. Respect des mesures barrières oblige. Les années passées, les activités se conduisaient en présentiel. Mais la situation sanitaire actuelle nous a amené, nous, au ministère de l'Environnement, à apporter une innovation majeure, c'est le recours à outrance de la sensibilisation en ligne. 3 célébrations sont au menu de la quinzaine. La journée mondiale de l'environnement, des océans et de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Continuez de persévérer dans la discipline pour éviter tout risque de contagion. Le coronavirus continue de faire des victimes. Les communes d'Adjamé et de Port-Boué ont désormais leur centre d'accueil et de dépistage de la maladie à Covid-19, centre ouvert officiellement par le ministre de la Santé. Les détails avec Patricia Oumouetia. Bâti sur une superficie de 300 mètres carrés, le centre d'accueil et de dépistage de la commune d'Adjamé a ouvert officiellement ses portes. Ce centre de dépistage a pour rôle d'accueillir et dépister des personnes volontaires. Quand le patient il vient, lorsqu'il est en bonne santé, lorsque l'état général est bon, après le prélèvement, on lui rappelle encore les mesures barrières.
Il rentre chez lui et 48 heures après, il a son résultat. Lorsqu'il n'est pas en bon état, et comme j'ai dit, il n'est pas à même de se tenir debout, on le garde en isolement et c'est seulement à ce moment-là qu'on fait appel aux ambulances pour qu'ils soient évacués vers les centres indiqués. Composé de plusieurs boxes, notamment des salles de consultation, des salles d'isolement, des salles de stockage et de prélèvement, ce site vient ainsi accroître et assurer une prise en charge rapide et efficace des cas dépistés positifs. Comme à Djamé, Port-Boué vient également d'accueillir son premier centre d'accueil et de dépistage. Pour les élus locaux, une sensibilisation des populations est nécessaire. Depuis le début, nous avons mis sur pied des équipes qui sillonnent le tout à Djamé pour aller vers les populations, leur dire que cette maladie existe et qu'il faut respecter les mesures barrières. Nous, en tant qu'autorité municipale, il nous appartient bien entendu de faire une bonne sensibilisation de façon à ce que ce centre-là soit bien animé. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ces deux centres portent au nombre de 11 les centres d'accueil et de dépistage de la COVID-19 dans le district d'Abidjan. Aujourd'hui, chaque commune a non seulement un site de prélèvement, mais également, dans la plupart des cas également, un site de soins. Tenant compte de ce gros effort du gouvernement, je crois qu'il revient maintenant à la population de respecter les mesures barrières. Comme annoncé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce sont 45 centres de prélèvement et de dépistage qui sont prévus sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du plan de riposte sanitaire du gouvernement contre la pandémie à coronavirus. Et c'est inquiétant, il y a un relâchement dans l'application des mesures barrières. Conséquence, ces derniers jours, on constate une montée de nombre de cas dépistés positifs à la COVID-19. Constat fait ce mercredi lors du point presse gouvernemental sur la gestion de la crise sanitaire. La synthèse avec Mahama Traoré. 118 cas de Covid-19 enregistrés lundi, 73 cas détectés mardi, la barre des 3000 cas franchie. Ces derniers jours, la Covid-19 continue de gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Les explications du ministère de la Santé. L'augmentation du nombre de cas pourrait être également due au fait que la sensibilisation ayant porté, le déni de la maladie ayant diminué, les gens qui ont les signes évocateurs vont plus dans nos centres de dépistage de proximité que le tout venant. Et il y a une meilleure connaissance également aussi de la maladie des professionnels qui font que le ciblage autour des cas suspects ou des cas contacts est plus amélioré. N'oublions pas non plus que la mise en œuvre des mesures sécuritaires et barrières est insuffisante. Vous voyez le nombre de personnes qui circulent dans le Grand Abidjan, qui est épicentre de la maladie, sans le masque. Ce qu'on demande à la population, c'est de respecter les mesures préventives, étant donné que nous n'avons pas de médicaments spécifiques, je précise bien spécifiques, sur le virus encore à ce jour, ni de vaccins. Un fait illustre bien ce relâchement. Il s'agit du constat de la pratique collective du sport, une pratique pourtant non encore autorisée. Si les allègements survenus relativement aux mesures restrictives, les 7 et 14 mai, n'emportent jusqu'ici celles liées à la pratique des sports collectifs, c'est bien en raison des risques élevés de contamination massive liée à la proximité occasionnée par ces disciplines sportives. Remercions par ailleurs tous ceux et toutes celles qui joignent chaque jour nos forces de défense et de sécurité à l'effet de dénoncer ces actes déviants. Le porte-parole de la police nationale précise également que la délivrance des autorisations de sortie et d'entrée dans le Grand Abidjan n'est pas payante. Autre information livrée lors de ce point de presse, celle relative à la reprise des cours dans l'enseignement supérieur. À cet effet, le ministère de tutelle organisera des derniers convois le samedi 13 juin pour les étudiants en partance d'Abidjan pour l'intérieur du pays et vice-versa le dimanche 14 juin. Toutes les personnes concernées sont priées de s'inscrire sur la plateforme www.inscription.net.
Et nous allons voir ensemble les chiffres du jour. Le point de la situation de ce mercredi 3 juin fait état de 86 nouveaux cas positifs, 29 patients guéris et 2 décès. Le point du jour avec le ministère de la Santé au micro de Francis Boifo. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 3 juin 2020, 86 nouveaux cas de Covid-19 sur 402 échantillons prélevés, soit 21,4% de cas positifs, 29 guéris et 2 décès. Nous notons ce jour 2 décès dans des établissements sanitaires privés. Il s'agit d'une patiente de 64 ans, cardiopathe et hypertendue, décédée le 31 mai, et d'un patient de 60 ans, obèse et cardiopathe, décédé ce jour. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 3 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3110 cas confirmés, dont 1530 personnes guéries, 35 décès et 1545 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 28 520. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, dans notre pays, et que nous devons rester prudents et intégrer les mesures barrières dans notre quotidien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité au civisme de tous afin de rompre la chaîne de transmission du virus en Côte d'Ivoire. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et la difficulté respiratoire, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et le point de la situation en Afrique de l'Ouest maintenant. Ghana, 8 548 cas confirmés, 38 décès. Guinée, 3 886 cas confirmés, 23 décès. Sénégal, 3 932 cas confirmés, 45 décès. Mali, 1351 cas confirmés, 78 décès. Et surtout le continent africain, 159 297 cas confirmés, 4 522 décès. Dans le monde, au moins 6 445 457 cas confirmés, au moins 3 882 cas décès. Au total, source OMS. Lutte contre la maladie à coronavirus, les entreprises continuent d'apporter leur soutien à l'État de Côte d'Ivoire. La société ivoiro-suisse abidjanaise de granit vient de faire don de matériel sanitaire de fourniture de bureaux au ministère des Mines, valeur 20 millions de francs CFA. Cérémonie de remise de chèques avec Konaté Moussa. Un chèque de 20 millions de francs CFA remis au ministre des Mines et de la Géologie. C'est le don de la compagnie minière du littoral. Un geste pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans son combat contre la pandémie de Covid-19. Face à la pandémie, le gouvernement de Côte d'Ivoire a lancé un appel à contribution. La CML, en sa qualité d'entreprise citoyenne, a la responsabilité à répondre vivement à cet appel. En décidant de contribuer à la mise en œuvre des plans de riposte du gouvernement, vous répondez de la plus belle des façons à l'appel que j'ai lancé le 9 avril 2020 aux entreprises minières de notre pays. La contribution des entreprises dans la lutte contre le coronavirus. La CISAG, Société ivoiro-suisse abidjanaise de granit, se joint aussi à l'élan. Elle offre du matériel sanitaire et fourniture de bureaux d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA. La CISAG souhaite apporter son soutien au ministère dans ses actions sur le terrain pour le maintien des activités dans le secteur des mines et des carrières, qui est essentiel à l'approvisionnement des grands chantiers d'infrastructures, source de milliers d'emplois. Votre appui en matériel de travail et en produits sanitaires nous permettra de renforcer les capacités de l'administration des mines
qui, à son tour, ne ménage aucun effort depuis la survenue de cette pandémie pour garantir la continuité d'un secteur d'activité indispensable à la vie économique de la nation ivoirienne. Le ministre des Mines et de la Géologie appelle également à la mobilisation de tous les acteurs du secteur minier afin de freiner la progression de la maladie à coronavirus. Avec Astou Touré, nous allons parler des dons de la ministre Mariatou Koné aux conseils régionaux du Nzi et du Béké. Les régions du Nzi et du Béké reçoivent des dons composés de vivres et de non-vivres. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan national de riposte contre la Covid-19 initié par le gouvernement dès l'apparition de cette pandémie en Côte d'Ivoire. Ces dons vont nous permettre à nos parents et les plus démunis de bénéficier de ces dons. C'est un offre de soulagement. Avec ces dons que nous allons recevoir maintenant, je pense que nous allons faire quand même ce qu'il faut pour que la population soit satisfaite. Ces dons viennent en renforcement des actions déjà entreprises par les différentes collectivités. Nous avons déjà fait des gestes en interne déjà par rapport aux enfants de Dimoko. Et aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui nous fait ces dons, fils de la région. Nous venons compléter ce que nous avons fait, mais nous sommes sûrs que ça va permettre à cette population de vraiment respecter les mesures barrières, faire de sorte que nous aurons bien sûr à Dimoko et dans le Nzi, zéro coronavirus. Depuis la pandémie, tous les cadres avec les élus, nous sommes mobilisés pour soutenir les parents. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir ces dons qui vont nous permettre de faire en sorte que toutes ces personnes vulnérables qui n'ont pas encore été servies puissent être servies. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté marque sa gratitude à tous ces donateurs qui ne cessent d'étendre la toile de la solidarité. C'est également le lieu pour elle de faire le point. L'ensemble des régions de Côte d'Ivoire a pu bénéficier de la redistribution de vivres et de non-vivres grâce aux généreux donateurs à qui nous disons grand merci. Nous donnons aux collectivités, mais nous donnons également aux ONG. Alors nous souhaitons que la chaîne de solidarité continue de s'agrandir afin que les ONG également, qui n'ont pas pu en bénéficier, puissent en recevoir pour des redistributions aux plus vulnérables. Mariatou Koné exhorte les populations à s'impliquer davantage dans la lutte contre la Covid-19 en mettant en pratique le respect des mesures barrières. On part directement pour Kouara, toujours avec le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Kouara, c'est la dernière sous-préfecture ivoirienne en partance pour le Burkina Faso. Cette localité frontalière est également engagée dans la lutte contre le coronavirus. Elle vient de recevoir le soutien du gouvernement ivoirien, nous dit Kader Sogodogo. Des dons en vivres, riz, huile, pâtes alimentaires, etc. Mais également des kits sanitaires. La solidarité du gouvernement touche ainsi les populations de la sous-préfecture de Kouara, porte d'entrée de la Côte d'Ivoire en provenance du Burkina Faso. Il s'agit pour le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté de soutenir ces populations en cette période de pandémie de la Covid-19. Ces dons réceptionnés par le Conseil régional du Tchologo sont ainsi remis par les élus et le corps préfectoral de Ouangolodougou. Cette sous-préfecture mérite d'avoir beaucoup d'attention particulière. Cette zone frontalière, si elle gagne le combat de la Covid-19, nous pensons que le reste des villes y lanceraient ainsi. Au nom de cette population, nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire. La pandémie a un impact important sur la vie des populations. Le gouvernement, donc conscient de cette situation, a décidé donc d'appuyer les populations vulnérables en leur apportant des vivres et des non-vivres pour leur permettre donc de tenir le coup. Des populations heureuses de recevoir le soutien du gouvernement en cette période difficile. Cette cérémonie de partage a été une occasion pour les émissaires du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo, d'inviter les populations de Kouara au respect strict des mesures barrières et d'éviter surtout de braver la mesure de fermeture des frontières terrestres. La sous-préfecture, il faut le savoir, est à moins de 15 km du Burkina Faso. Nous étions donc à Kouara où le gouvernement a fait don aux populations dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Et ici, à Abidjan, les créateurs de mode s'inscrivent aussi dans l'élan de solidarité. Ils ont offert plus de 1000 kits de protection à l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, réceptionne plus de 1000 kits de cache-nez de la part de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, ACMCI. Les généreux donateurs apportent leur soutien et aident les journalistes et patrons de presse à se prémunir de matériel censé les protéger contre les risques liés à la pandémie de la Covid-19. Stylistes, modélistes et promoteurs de mode, tous sont mobilisés. L'UNJCI est déjà partenaire de la mode ivoirienne et les acteurs de la mode dans cette pandémie, sachant très bien que les journalistes sont sollicités ça et là pour des reportages, pour des couvertures, pour nous ramener l'information. Il était important pour nous, acteurs de la mode, de mener un geste, une action, on va dire, en leur faveur. Le cache-nez est aujourd'hui un accessoire de mode. On ne sort plus sans son cache-nez et aucun journaliste ne devrait sortir sans son cache-nez. Les journalistes de Côte d'Ivoire sont satisfaits de cette initiative de l'ACMCI et restent en alerte. C'est avec joie que nous avons réceptionné, en tout cas ces cache-nez, parce que vous ne pouvez pas savoir combien de fois cela nous est salutaire, puisque le métier que nous faisons, nous sommes obligés d'aller en contact. Et quand vous allez en contact, c'est avec tous les risques qu'on connaît par rapport à la dangerosité de la pandémie du virus. Et c'est pourquoi je pense que l'action, en tout cas l'acte posé par les créateurs et stylistes de mode de Côte d'Ivoire est hautement salutaire. Les professionnels de la presse demeurent un maillon sensible face à la propagation de la maladie à coronavirus. Plus de 100 journalistes sont décédés de par le monde, victimes de la Covid-19, selon l'organisation non gouvernementale suisse, Presse Emblème Campaign. On change de sujet pour parler du projet Un enseignant, un toit. Aujourd'hui, le projet se concrétise. Tous les blocages ont été levés après la rencontre de la mutuelle des agents du ministère de l'Éducation nationale avec le ministre de la Construction. Les détails avec Ablaye Koné. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à accompagner le projet de réalisation des logements sociaux pour toutes les couches sociales, mais surtout pour les enseignants. Ces derniers vont bénéficier d'un logement décent dès le lancement des opérations. Il faut que tous les enseignants de Côte d'Ivoire ont besoin d'une maison. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même satisfaits parce que le ministre de la Construction vient de consolider les montants qui sont indiqués. Il reste qu'à faire juste un petit réajustement et puis véritablement, je pense qu'on va passer à la phase active avec l'opérateur. Donc d'ici peu de temps, vous allez annoncer aux enseignants de Côte d'Ivoire que l'opération est en train de voir le jour et donc ils peuvent s'inscrire. La conduite du projet qui s'est heurté à plusieurs difficultés, notamment les aspects financiers, juridiques, techniques et administratifs, est sur la bonne voie. C'est l'assurance donnée par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme au cours de cette rencontre à son cabinet. Il se trouve qu'ici, c'est des projets qui sont principalement réalisés par des acteurs privés. L'État fait sa part au niveau de la mise à disposition du foncier. Je peux le dire, nous avons déjà signé des conventions pour plusieurs centaines d'hectares dans le cadre de ce projet-là, qui sont mis à la disposition de ce projet. L'État s'est engagé à réaliser les VRD, il le fera le moment venu. Et les conventions sont également en signature pour tout le soutien apporté par l'État au plan fiscal. Dès le lancement du projet pilote, les premières maisons seront livrées aux acquéreurs dans un délai raisonnable. Ces derniers seront précomptés dans un modèle location-vente. Le projet devrait ensuite s'étendre à tous les fonctionnaires. Au chapitre politique, les femmes se mobilisent. Celles du RHDP Grand Bassam se sont retrouvées ce mercredi au siège local du parti pour s'engager aux côtés du candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. Les détails avec Alexis Ouedraogo. Les femmes RHDP de Grand Bassam s'apprêtent pour les prochaines échéances électorales. Remobilisation des sections de base, mobilisation des nouveaux majeurs pour l'enrôlement sur la liste électorale. Ce mercredi, la présidente nationale a voulu leur lancer un message clair. Aujourd'hui, notre candidat, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ma sœur, lève-toi, va t'inscrire sur la liste électorale. Si tu veux qu'Alassane Ouattara soit fier de toi, si tu veux qu'Amadou Gon prenne le pouvoir le 31 octobre, va t'inscrire sur la liste électorale. Cela est très important. À la veille de la célébration de la fête des mères, le parti n'a pas manqué d'honorer les mamans avec plusieurs complets de pagne. Militant du RHDP de la région du Gontougo en séminaire à Bondoukou, ce séminaire vise à peaufiner la meilleure stratégie pour faire gagner le candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Reportage Herman Niamien. Le RHDP est en ordre de bataille pour assurer sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Dans la région du Gontougo, les coordonnateurs et délégués départementaux se sont retrouvés au cours d'un séminaire pour peaufiner la meilleure stratégie à adopter. C'est un séminaire que nous organisons maintenant même, après malheureusement le temps que nous avons dû perdre à cause de la Covid. Mais ce n'est pas du temps perdu parce que nous mettons tout en œuvre pour rattraper ce qui peut l'être. Alors il fallait donc que nous venions là même, dans notre base, dans le Gontougo, réunir tous nos responsables et les mettre en ordre de bataille. Le ministre Kobina Kwasi Adjoumani est assuré que le RHDP gagnera haut les mains au premier tour l'élection présidentielle à venir. Ces stratégies en élaboration, a-t-il souligné, visent à garantir un score retentissant dans la région du Gontougo. Nous avons déjà gagné, puisqu'il faut avoir plus de 50% pour être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais nous, ici, nous voulons soigner notre score. C'est pour cela que nous sommes là. Sinon, en matière de mobilisation, tout le monde est acquis à la cause. Maintenant, comment nous devons gagner? C'est ce que nous sommes en train de faire. À l'issue de cette rencontre, des consignes claires ont été données aux différents délégués du RHDP présents à cette rencontre. Mais déjà, le coordonnateur régional a demandé aux militants du RHDP de se faire établir leur pièce d'identité. Le ministre Siandou Fofana, cadre du RHDP, invite aussi les populations de Yorobodi à se faire enrôler. Opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus électoral, nous dit Herman Guivé. Siandou Fofana, cadre du RHDP face aux populations de Yorobodi pour un seul message, inviter ces populations à se faire enrôler en vue de prendre une part active à la présidentielle de 2020. Le discours est simple et parfois exprimé en langue maternelle. Le message est précis. Des populations attentives jusqu'au bout qui n'ont pas manqué d'affirmer leur engagement pour la victoire du RHDP à la présidentielle prochaine, répondant ainsi favorablement à l'appel de Siandou Fofana. Les parents ont voulu se retrouver avec nous à l'occasion de la mise en place de nos comités de base et de nos structures de gestion de notre parti, le RHDP, ont voulu nous témoigner leur soutien, montrer une fois de plus qu'ils sont en avant de ce combat et que nous pouvons compter sur eux, à partir de ce moment, prendre leur bâton de pèlerin pour aller à la conquête de personnes, ressources pouvant être des électeurs. Pour l'atteinte de cet objectif, des consignes ont été données. À l'effet d'avoir à mobiliser tout le monde et à battre le rappel des troupes, à l'effet de se faire enrôler, nous sommes venus passer ce message pour qu'il ne manque pas à l'appel du 10 au 24, que tous soient mobilisés. Siandou Fofana, cadre du RHDP, s'est dit hautement satisfait de cette rencontre, promettant aux populations de Yorobodi de rester à l'écoute de toutes leurs préoccupations. Le coordonnateur RHDP de Songon est lui aussi sur le terrain. Il s'agit du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé qui a décidé de remobiliser les bases et surtout de faire le point de l'opération d'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Les détails avec Serge Koulia. Délégués de zone, secrétaires de section, responsables de comités de base ont répondu à l'appel du coordonnateur régional RHDP de Songon, Yopougon. Au-delà de la mobilisation des troupes, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé demande aux militants de rester en éveil, toujours engagés, toujours déterminés jusqu'au bout de l'objectif final à atteindre en octobre prochain. Mobiliser nos militants autour
de l'opération d'établissement des pièces d'identité et de l'inscription sur la liste électorale. Nous avons profité de cette occasion pour leur rappeler tout ce que le président de la République a fait pour Songon avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et tout le gouvernement, et surtout faire partager leur volonté de donner à Songon une image d'une ville moderne qui va s'impliquer dans le développement global du Grand Abidjan. Et enfin, nous leur avons demandé leur vigilance, parce qu'une élection ne se gagne qu'à la proclamation des résultats. Donc il ne faut négliger aucune phase du système électoral. Prendre toutes les dispositions pour exprimer au président de la République Alassane Ouattara et au candidat du RHDP Amadou Gon Coulibaly toute la reconnaissance des filles et fils du Songon, telle est la volonté commune exprimée à cette rencontre de Songon Mbraté. Ce que le président a fait pour Songon, en collaboration avec son Premier ministre, ce n'est même pas à discuter. Les réalisations sont palpables, visibles. Cette rencontre politique a été l'occasion pour le ministre-gouverneur de renforcer la sensibilisation sur les mesures barrières pour lutter contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. À Ndoussi et Gbolouville, le RHDP vise 4000 nouveaux majeurs. Charles Niaouré, délégué départemental de Ndoussi, est sur le terrain à cet effet. Il profite de l'occasion pour parler de développement local. La suite avec Abou Sanogo. Une trentaine de rencontres en 3 jours, des échanges, des concertations et des séances de travail, suivies des remises de matériel de mobilité à des responsables locaux du RHDP de Ndoussi-Gbolouville. Des actions menées par le député Charles Niaouré, délégué départemental du RHDP de Ndoussi-Gbolouville, et qui visent à faire inscrire au moins 4000 nouveaux majeurs sur la liste électorale. Il s'agit pour notre délégation départementale de demander une plus grande implication de nos responsables depuis la base jusqu'au sommet, mais aussi de nos militants, afin qu'ils s'intéressent à cette opération. Et cette stratégie de mobilisation de nouveaux majeurs va reposer sur les responsables des structures de base du RHDP à Ndoussi-Gbolouville. L'honorable Charles Niaouré, qui est venu exhorter la base pour se mobiliser, pour pouvoir identifier nos niveaux majeurs, même nos militants qui ne sont pas sur la liste électorale. Outre cette action politique, Charles Niaouré a eu des échanges avec les présidents de jeunes de la commune de Ndoussi pour les inviter à travailler de concert pour le développement de leur sous-préfecture. Il a ensuite fait des dons de kits de prévention contre la Covid-19 au sous-préfet de Morocco. Je l'ai sollicité, automatiquement, il est venu en aide aux populations de Morocco. Je lui dis merci du fond du cœur. Le député Charles Niaouré va poursuivre la sensibilisation pour une grande mobilisation autour de l'opération d'enrôlement. Hors de nos frontières, la justice française a donné le feu vert pour un transfert de Félicien Kabuga devant un tribunal de l'ONU. L'homme d'affaires rwandais sera jugé pour génocide et crimes contre l'humanité commis entre avril et juillet 1994. Il a été arrêté près de Paris le 16 mai dernier après 26 ans de cavale. Et voilà, c'est la fin de ce 20h, supervisé par Jean-Jacques Kwameala et Michel Mambo. À la réalisation, Mariette Alangba, au prompteur Pepe Turkman. À 23h, vous avez rendez-vous avec Marlene Konya. Moi, je vous retrouve demain. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.